Toujours pas d'avancée dans le procès du coup d'État manqué de septembre 2015. L'audience a été renvoyée au 26 mars prochain, le temps que la Chambre de première instance statue sur les observations et les requêtes des avocats de la défense. Une banque pour faciliter l'accès des paysans au financement, la BADF, va bientôt ouvrir ses portes au Burkina. La bonne nouvelle a été annoncée ce matin par le Premier ministre. 2020 sera-t-elle l'année du vote de la diaspora burkinabé? À 2 années de l'échéance électorale, les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire nourrissent toujours l'espoir de voir leurs rêves se réaliser. Nous irons à leur rencontre et c'est le grand angle de cette édition. Bonsoir et merci de votre fidélité. 3e journée d'audience et 3e suspension pour le procès ministère public contre le général Gilbert Diendéré et 83 autres. La composition du tribunal, c'est le grand blocage. Le président de la Chambre de première instance, lui-même récusé par les avocats de la défense, s'est donné jusqu'à lundi prochain pour statuer. Roméo Kweta, Luc Pagbelgem. Suspendu pour reprendre ce jeudi 22 mars afin d'examiner les mémoires déposées par les avocats de la défense, l'audience du procès du push manqué a été reprise, mais pas pour aller loin. Elle a été à nouveau suspendue pour reprendre le lundi 26 mars. C'est ce qu'a décidé le juge Seydou Ouedraogo, président de la Chambre de première instance du tribunal militaire. Cette pause est, dit-il, pour examiner les observations, les mémoires et la récusation en son encontre. Ces requêtes et récusations doivent être jugées irrecevables de l'avis du parquet militaire et de la partie civile. Ils ont suspendu l'audience pour délibérer. Donc, ils ont suspendu l'audience pour prendre une décision. Donc, ce n'est pas une victoire. La juridiction, je le répète encore, est conforme à la loi. Elle a donc suspendu pour décider des exceptions, annuler ces décisions qui lui ont été soumises. Donc, et sur les exceptions de nullité et des préalables que vous avez certainement entendus, et aussi sur donc, la requête de récusation. Donc, le 26 matin, quand on va revenir, le tribunal va prononcer sa décision sur ces questions. Et si effectivement il l'annule, donc c'est fini. Si elle recuse, donc on va certainement donc réformer l'attribution. Mais au cas où la décision est effectivement, donc, comme nous participons, on l'a demandé, ben, l'audience va continuer, tout simplement. Quant à la défense qui a usé de tous les moyens depuis la réouverture du procès pour relever l'irrégularité de la constitution de la juridiction à qui elle a affaire et dénoncer la partialité du président de la Chambre de première instance parce que, nommé par le ministre en charge de la justice constitué aussi partie civile, tout est fait pour pousser les avocats de la défense à quitter la salle, mais bien entendu, il ne sera pas question pour eux de tomber dans ce piège. Il doit statuer avant de continuer. Parce qu'on dit, bon, vous n'êtes pas à même de juger. Donc, statuer sur ça pour nous dire, soit oui, je suis à mesure, ou je ne suis pas à mesure, avant de commencer à recevoir les exceptions. C'est face à cette obstination que nous avons décidé de ne pas partir, mais de nous taire et de le laisser faire, comme c'est ainsi, jusqu'à ce qu'il tranche sur la question de la récusation. Il vient de nous dire que cette question sera tranchée lundi à 8h30. On reviendra lundi à 8h30. Alors, la défense a par ailleurs accusé le tribunal de favoriser la partie civile à qui elle reproche également de plaisanter, toute chose que rejettent en bloc les avocats de la partie civile qui estiment qu'ils sont plus pressés que quiconque parce que défendant des victimes et parents de victimes marqués à jamais par le coup d'État manqué du 16 septembre 2015. L'insécurité alimentaire se fait de plus en plus menaçante au Burkina Faso. La campagne agricole 2017-2018, on le sait, n'a pas été bonne. Une situation préoccupante pour le gouvernement qui a pris des mesures afin de prévenir les risques d'aggravation. Le comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle s'est penché sur la question ce jeudi. Kwame Vedapa. Saison pluvieuse moyenne, attaque des cultures par les chenilles légionnaires et les oiseaux granivores, la campagne agricole 2017-2018 a été particulièrement éprouvante. Des récoltes peu reluisantes. Conséquence, les risques d'insécurité alimentaire et nutritionnelle pour les personnes vulnérables se sont accrus. C'est le constat du CPSA, le comité de prévision de la situation alimentaire. Constat fondé sur des données prévisionnelles. Pour sa première session 2018 ce 22 mars, le CPSA doit valider les résultats définitifs de la campagne agricole et surtout donner un instrument d'orientation au gouvernement qui a déjà adopté par anticipation
un plan de riposte contre l'insécurité alimentaire. Il faut se dire aussi que ce plan de riposte est dynamique, puisqu'il a été préparé sur la base des résultats prévisionnels. Maintenant, il peut être révisité sur la base des résultats définitifs. Et dès que ces résultats sont validés, nous avons un instrument non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour les partenaires techniques et financiers et même pour les différentes ONG dans notre pays qui interviennent dans la sécurité alimentaire. En attendant la validation des résultats définitifs de la campagne agricole par le CPSA, le plan de riposte du gouvernement, lui, suit son cours avec des mesures concrètes. Et vous savez déjà que dans le plan de riposte, on avait fait ressortir des actions qui permettent déjà aux PTF d'intervenir, aux ONG d'intervenir, au gouvernement qui avait déjà fait des actions pour la production de la campagne sèche, pour l'alimentation des boutiques témoins et l'accroissement de leur nombre pour justement commencer à juguler les problèmes de la sécurité, de l'insécurité alimentaire que nous avions constaté à partir de résultats prévisionnels. Le CPSA tient 2 sessions chaque année, la première en mars et la seconde dans le mois d'octobre. Sa mission, c'est de fournir à l'État et à ses partenaires des informations précises sur la situation alimentaire et nutritionnelle du Burkina. De quoi soulager les paysans, une institution financière entièrement dédiée à leurs activités. La Banque agricole du Faso, une promesse de 25 ans, va enfin se concrétiser. La commission bancaire de l'UEMOA a donné son quitus. La bonne nouvelle a été portée à la connaissance des premiers concernés ce matin. Madina Sienou. Seulement 15% des producteurs au Burkina Faso bénéficient de crédits bancaires, selon le Premier ministre Paul Kabatieba. Une donne que le gouvernement entend changer avec la création de la BADF, la Banque agricole du Faso. Une banque consacrée essentiellement au financement des activités du monde rural. Pour la pérennisation de ce nouveau joyau, le chef du gouvernement a tenu une rencontre d'échange avec les acteurs de la BADF ce 22 mars. Pour être sûr que les règles de gestion, ce qu'on appelle le dispositif prudentiel qui va régir le fonctionnement de ces banques-là seront des plus robustes, seront des plus sérieux. Et également, les gens, les responsables qui seront nommés à la tête de ces institutions seront des gens qui auront l'expérience, le savoir-faire, le sérieux pour pouvoir diriger ces institutions de manière à ce qu'elles puissent servir l'économie nationale et servir les générations futures de Burkina Faso. Nous sommes là pour construire le Burkina émergent pour longtemps. Pas pour 1 an ou 2 ans. C'est ça la différence. La création de cette banque est la concrétisation d'une promesse faite aux producteurs lors de la première journée du paysan organisée en 1993 à Léo. Pour Bassia Kadao, qui fait dans l'agriculture depuis 1966, c'est un rêve devenu réalité. Ça fait une fierté aux paysans de voir aujourd'hui qu'on a mis à leur disposition un instrument de financement de leurs activités. Cet instrument-là est important pour nous, dans le sens, dans tous les documents, on dit que c'est une agriculture de subsistance. Or, aujourd'hui, avec des financements, je pense que nous allons passer à l'entrepreneuriat agricole et aller au-delà. Voilà ce que aujourd'hui, nous avons de bonnes impressions. Nous pensons qu'avec cet instrument, notre agriculture va sortir de l'ornière de la pauvreté. Et avec cet instrument, nous allons redynamiser toutes nos coopératives pour permettre à nos acteurs d'être des acteurs économiques et avoir des revenus décents. L'actionnariat de la BADF est composé de 13 organisations du monde rural, 3 sociétés d'État, 8 sociétés privées et 70 personnes physiques. Son capital social s'élève à plus de 14 milliards de francs CFA contre 10 milliards minimum exigés par la réglementation bancaire. À Karangasso Sambla, le programme de développement intégré de la vallée de Samandéni encourage les femmes à entreprendre dans l'élevage en vue de leur autonomisation financière. Au lieu de 100 000 francs CFA, le PEDIS leur a permis d'acquérir chacune un couple de chèvres de Maradi à 8 000 francs CFA. L'opération de remise a eu lieu vendredi dernier en présence d'Arsène Konditamde. 400 chèvres rousses de Maradi pour les femmes de la commune de Karangasso Sambla à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso.
Cette chèvre est très prolifique avec des portées de 2 à 3 chevreaux et sa première mise bas intervient entre 6 et 7 mois. C'est aussi une bonne laitière qui peut donner une production journalière de 0,6 litres de lait pendant 3 à 4 mois. Ce don du programme de développement de la vallée de Samandéni vise à permettre aux bénéficiaires de renforcer leur résilience à la pauvreté. À l'endroit de ces populations, il y a eu l'opération de distribution de chèvres rousses de Maradi que nous avons effectuée spécialement à l'endroit des femmes parce que vous savez que nous sommes dans le mois dédié à l'honneur de la femme, le mois de mars. Donc nous avons voulu aider les femmes à se développer économiquement en leur offrant gracieusement des chèvres de Maradi qui sont très productives pour leur permettre d'assurer un peu une certaine autonomie au niveau d'améliorer leurs revenus afin qu'elles puissent se prendre en charge. L'opération s'est tenue dans le village de Mangafesso, un des 16 villages qui constituent la commune de Karangasso-Sambla et par ailleurs village délocalisé du fait du barrage de Samandéni. Ce don a été élargi aux femmes de tous les villages de la commune et pas uniquement à celles affectées par le barrage de Samandéni. En dépit des difficultés de transport, nous avons prévu la distribution de 200 couplots de chèvres. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de distribuer autour de 320 parce que les difficultés de transport ne nous ont pas permis d'amener les 400 têtes. Et dans la semaine qui vient, on va avoir le complément. Mais nous n'avons pas limité l'opération rien qu'aux populations déplacées par le barrage. Nous avons étendu l'opération à toute la commune parce que nous estimons qu'on ne peut pas faire le développement à partir d'un seul côté. Les bénéficiaires promettent d'en faire bon usage afin de tirer profit des avantages qu'offrent ces chèvres. Merci à vous tous et surtout aux responsables du PEDIS pour ces chèvres. Nous vous demandons de continuer ce genre d'action à l'endroit des femmes parce que nous souffrons beaucoup. Merci aux responsables du barrage de Samandéni pour cette action. Nous sommes très heureuses et nous vous bénissons. Nous promettons d'en prendre bien soin. Les chèvres rousses de Maradi coûtent environ 100 000 francs CFA le couple, mais ont été remises aux femmes de Karangasso-Sambla à raison d'une somme forfaitaire de 8 000 francs CFA. Elles vont bénéficier également d'une assistance pour l'entretien et les soins vétérinaires pendant 1 mois. 10 jours pour renforcer leur capacité en matière de gestion des ressources en eau. Dans un contexte difficile d'approvisionnement en eau potable et de récurrence de certaines maladies telles le choléra et Ebola sur le continent noir, il était important pour l'UNICEF et son partenaire des Désieux de tenir cette formation à Ouagadougou. Des experts de 8 pays d'Afrique y ont pris part. Bessogré, Yonsonda. Parer aux besoins des populations en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement en situation d'urgence, telle est la préoccupation de la vingtaine de participants à l'atelier de formation tenu du 12 au 22 mars à Ouagadougou. Initié par l'Institut des Désieux et soutenu par l'UNICEF, cet atelier a rassemblé des participants venus de 8 pays d'Afrique. Après 10 jours de formation, l'heure était à la clôture ce 22 mars. Une occasion pour les formateurs de revenir sur les enjeux de cette activité qui se veut au diapason des préoccupations actuelles des populations. C'est très bien que depuis un bon bout de temps, des situations d'urgence qui nécessitent une intervention rapide des techniciens et deviennent de plus en plus criardes. De ce point de vue, nous avons, avec un accompagnement de l'UNICEF, imaginé cette formation WASH, qu'on appelle eau, hygiène, assainissement en situation d'urgence, pour accompagner toutes ces situations d'urgence qui peuvent être des problèmes d'épidémie de maladies, des problèmes d'inondation et dans lesquels les populations en souffrent énormément. Face à la recrudescence des inondations, des sécheresses par endroits, des épidémies, cette formation s'apparente à un rendez-vous immanquable pour certains participants, d'autant plus qu'ils rencontrent des difficultés en matière d'approvisionnement en eau potable, d'assainissement et d'hygiène dans leur pays. Mais ce problème d'urgence est un problème récurrent en Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir que nous venons de sortir de Ebola. Nous avons régulièrement des crises de choléra chez nous. Il y a des inondations, il y a des incendies. Donc lorsque nous avons l'opportunité d'être à une formation aussi importante que celle que nous avons suivie, nous avons intérêt à nous impliquer, nous avons intérêt à créer le dynamisme, nous avons intérêt à ce que nous pouvons avoir de bons résultats pour pouvoir rapporter dans notre pays, afin que lorsque ces résultats viennent, qu'on puisse vraiment parer à beaucoup d'éventualités. Après avoir justifié le contexte de la tenue de cet atelier pour eux, les participants se disent prêts, suffisamment outillés pour d'éventuels cas d'urgence dans leur pays. L'action sur le terrain
Nous avons fait une formation qui a commencé d'abord par identifier les différents types de crises. De là à l'évaluation, jusqu'à l'élaboration du plan de contingence qui nous permettent de parer et de prendre des dispositions pour d'éventuels qui peuvent arriver. Le processus est tel qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque ça peut arriver, dans le cadre de l'approvisionnement en eau, en assainissement et en promotion de l'hygiène, nous avons vraiment des armes concrètes pour pouvoir parer à beaucoup de situations. Traditionnellement proche des enfants de par sa définition, l'UNICEF se penche cette fois sur un sujet distinct. Un changement qui n'est pas passé inaperçu mais justifié par la volonté de l'organisation onusienne de s'impliquer davantage face aux catastrophes que traversent certains pays. Effectivement, de nos jours, les incidences donc, de tout ce qui est comme catastrophe dans le monde est préoccupant et pour UNICEF c'est important de faire de partenariats, de regarder comment on peut renforcer la capacité des pays en termes de réponse et d'urgence dans la situation d'urgence. Cette formation est importante parce que depuis 10 jours, autour de 27 participants de 8 pays d'Afrique se sont donc investis en temps et en énergie pour apprendre les rudiments, apprendre les éléments nécessaires pour faire des évaluations en situation d'urgence. À l'issue de la formation, les participants ont tous reçu des organisateurs une attestation. Ainsi, de la Guinée à la Mauritanie, en passant par le Sénégal, au Niger, au Congo, en passant par le Burkina Faso et la Centrafrique, tous affirment en avoir assez appris. Porteur de projets d'entreprise, à vos marques, la compétition des plans d'affaires édition 2018 est lancée. Jusqu'au mois de juin prochain, la maison de l'entreprise vous attend avec vos projets novateurs. Alfred Thué. Promouvoir l'entrepreneuriat et accroître les opportunités d'emploi, faciliter l'accès des jeunes et des femmes aux services d'appui et à la formation, ce sont autant d'objectifs que s'est assigné la compétition des plans d'affaires COPA. La compétition s'ouvre ce 22 mars. À travers une saine et transparente concurrence, cette initiative dédiée en priorité à la jeunesse contribue à apporter une réponse à l'épineuse question de l'auto-emploi. La COPA 2018, qui est lancée ce jour 22 mars, marque aussi le début des activités entrant dans le cadre des préparatifs de la 13e édition des Journées de l'entrepreneuriat burkinabé, au cours de laquelle des lauréats seront annoncés. Peuvent bénéficier de l'allocation tout porteur de projets novateurs, diplômés ou non, en création ou en développement, ayant ou non une existence légale intervenant dans un domaine à fort potentiel de croissance. Il ne s'agit pas pour nous de financer directement les projets, mais les projets qui sont primés avec des conditions bien précises. Et les primes sont mises à leur disposition selon les conditions édictées par celui qui donne la prime. Alors donc, sur ce point, il ne s'agit pas de financer, mais nous mettons en place un dispositif pour permettre aussi d'avoir un financier, puisqu'il y a un dispositif d'échange avec des banquiers, des intermédiaires financiers dans les séances de B2B, des informations avec les fiscalistes, des informations avec les juristes. Donc toute cette occasion que nous leur donnons, ça leur permet de négocier le financement de leur projet. Mais le lauréat bénéficie d'une prime qui n'est pas pour financer entièrement leur projet, mais c'est un accompagnement. Les lauréats seront identifiés sur la base de la pertinence du projet, sa rentabilité et l'impact économique et social. Depuis sa création en 2007, ce sont près de 6 000 plans d'action reçus, 326 lauréats primés pour un financement global de près de 1,5 milliard de francs CFA. Place maintenant au grand format de cette édition. C'est une promesse qui tarde à se concrétiser et les Burkinabés de la diaspora souhaitent que 2020 soit l'année du vrai départ. Le vote des Burkinabés de l'extérieur, un sujet à polémique, mais qui mérite qu'on s'y penche sérieusement. Pour notre part, nous avons interrogé des compatriotes vivant en Côte d'Ivoire. Tous caressent le doux rêve de pouvoir choisir leur président. Mais au-delà, c'est leur droit civique qu'ils veulent enfin exprimer. Alfred Thué. C'est la course contre la montre face aux échéances électorales de 2020. Les fins observateurs de la scène politique voient en certaines actions une campagne déguisée. 2020 n'est plus loin
Et dans les officines, on s'y prépare. Les Burkinabés pourront à nouveau choisir le président. Les Burkinabés de l'intérieur, cela s'entend. Guide de la participation de la diaspora à ce scrutin. Bon, notre souhait, le plus grand et le plus ardent, le plus souhaité, c'est qu'en 2020, que le président du Faso nous fasse un cadeau, nous autorise à voter en 2020. Ça vous tient à cœur? Bon, ça nous tient à cœur. Parce que quand la diaspora va voter, tu es fier d'avoir participé au vote, au choix des dirigeants de ton pays. C'est une fierté totale. Bon, si on ne vote pas, bon, les autres choisissent pour toi et tu es obligé de suivre. Alors que vraiment, si vraiment le président pouvait nous faire ces cadeaux pour que toute la diaspora prenne part au vote, ça nous ferait plaisir beaucoup. C'est notre souhait pour pouvoir voter en 2020. C'est notre souhait. Et ce n'est pas ce que les pays pensent à nous. Sinon, c'est notre souhait. Parce que les autres pays derrière, il y a longtemps, les ressortissants votent en Côte d'Ivoire, mais nous, les Burkinabés, on n'a jamais eu cette occasion-là. Donc, c'est notre souhait. Depuis l'instauration de la démocratie au Burkina, les Burkinabés de l'extérieur n'ont jamais pris part au choix du président du Faso. Précisément, nous qui sommes la communauté la plus nombreuse, qui sont les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Après le rendez-vous manqué de 2015, celui de 2020 sera-t-il le bon? 2020 est à la fois si proche et si loin pour ces Burkinabés qui aspirent à exercer leur droit de vote. 2020, c'est encore proche. Oui, 2020, ça serait proche. Parce que je prends par exemple la Côte d'Ivoire. Il y a tellement de Burkinabés en Côte d'Ivoire ici qu'il faut prendre, mais je pense que des années pour pouvoir les identifier. Or, que si et tous ne sont pas identifiés, je pense que ça ne sert à rien de dire que le diaspora a voté. Depuis 2010, il y avait la commission de la CENI qui était venue ici. Et je pense que si cette tournée avait continué jusqu'à aujourd'hui, on allait dire que vraiment le Faso est prêt pour que la diaspora vote. Mais notre hic, c'est que depuis là, bon, il y a eu un silence. Après, il y a le M. Barry qui est venu, nous avait rassuré. Bon, toujours on nous rassure, mais concrètement, on ne voit pas l'enrôlement. Sincèrement, on a un peu peur. Bon, l'homme propose, Dieu dispose. Il faut le dire, hein, sans faux fuyant, hein, les gouvernements passés ont promis cela, l'ancien régime, au temps du président Blaise Compaoré, ainsi la transition est venue, ça a été bel et bien inscrit dans la charte à son article 22, mais cela n'a pas été respecté. Donc c'est tout à fait normal que certains Burkinabés soient encore pessimistes quant à l'élection, à la participation des Burkinabés de l'étranger au vote. Selon la Commission électorale nationale indépendante, sur près de 7 500 000 Burkinabés vivant à l'extérieur, plus de 2 500 000 sont en âge de voter. En République de Côte d'Ivoire, ils sont près de 1 740 000 potentiels électeurs. Le rendez-vous de 2015 était très attendu de la diaspora, mais l'insurrection populaire d'octobre 2014 et la contrainte budgétaire qui s'en est suivie a annulé les espoirs, reléguant ainsi le vote à 2020. 2020 est également un engagement politique du président du Faso. Il se présente comme l'ultime rendez-vous, celui de la réhabilitation de la diaspora dans ses droits fondamentaux. Nous nous sentons, il faut le dire, nous nous sentons écartés de la gestion politique de notre pays. Nous nous sentons exclus même de la gestion de notre pays. Et pour nous, Burkinabés vivant à l'extérieur, cela est inacceptable. C'est inacceptable parce que nous participons à l'évolution de ce pays, nous participons à la construction de ce pays. Mais quand il s'agit du choix du président du Faso, nous avons toujours été exclus de cela. Donc nous vivons cela pour nous comme, disons, un refus de nos hommes politiques à nous permettre de participer à ces élections. Pourtant, cela est un droit qui a été acquis hautement. Ça a été une lutte vraiment acquise par nous, Burkinabés vivant à l'extérieur. Donc pour nous, nous nous sentons vraiment trahis par ces gouvernants. Nous nous sentons vraiment abandonnés par ces gouvernants. Donc ça serait vraiment important pour le gouvernement burkinabé de permettre à la diaspora burkinabé de participer au choix du président du Faso. 2020, je prends ça avec toujours des parenthèses, moi je dis, parce qu'en 2015, il avait été dit que les Burkinabés de l'extérieur allaient voter. Et je croyais à 90% lorsqu'il y a eu un gouvernement de transition, je me disais que le gouvernement de transition est toujours un gouvernement neutre. Malheureusement, le gouvernement de transition a refusé de rentrer dans l'histoire.
Voilà, parce qu'on nous dit que c'est coûteux, ça allait être difficile. Mais les Burkinabés de l'extérieur même n'attendent pas de quelque chose de facile. Et que les Burkinabés eux-mêmes, ceux qui résident au pays, il ne faudrait pas qu'on attende quelque chose de facile. Tout ce qu'on obtient facilement, on l'obtient facilement. Les élections, ça a un coût, c'est une organisation. Donc il ne faudrait pas qu'on s'attende à quelque chose de facile. Mais nous voulons être réhabilités. Nous voulons contribuer comme tout autre pays. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici, les autres pays de la CEDEAO prennent pas au choix de leur président. Mais nous qui sommes la communauté la plus nombreuse ici, nous on ne prend pas part. Nous, on ne prend pas part. Donc, aujourd'hui, le président du Faso nous l'a promis. On attend de voir, mais nous travaillons à ce que cela soit effectif. Comme je l'ai dit, participer au vote cette fois-ci, c'est réhabiliter la diaspora. Nous demandons au gouvernement burkinabé de rentrer dans l'histoire. Parce que pour rentrer dans l'histoire aussi, il faut accepter de faire face aux épreuves difficiles. Le nouveau code électoral en son article 48 dispose que désormais seront inscrits sur les listes électorales les Burkinabés résidant à l'étranger et régulièrement immatriculés à l'ambassade ou au consulat général dans le pays de leur résidence. Ces derniers ont donc le droit d'être cités dans les consultations électorales nationales, sauf qu'à ce jour, aucun Burkinabé de l'étranger n'a pu exercer son droit de vote. 2020 sera-t-il le rendez-vous du vrai ou du faux départ? Jean-Baptiste Natama repose désormais au cimetière municipal de Gounguin. Le colonel de l'armée, diplomate et homme politique burkinabé décédé dimanche dernier, a été conduit cet après-midi à sa dernière demeure avec les hommages de la nation. Sandrine Zougouri. La sonnerie aux morts retentit au cimetière de Gounguin. Le peuple burkinabé pleure un digne fils de la nation. Poussière, tu retourneras poussière. Le diplomate, le sénateur, l'ambassadeur Jean-Baptiste Natama repose désormais au cimetière municipal de Gounguin à Ouagadougou. Conduit ce 22 mars à sa dernière demeure, cet homme au cœur pétri de talent a reçu ses derniers hommages du gouvernement burkinabé et ceux devant parents, amis et camarades politiques venus lui dire au revoir. Jean-Baptiste Natama n'a pas été seulement un valeureux combattant et un diplomate chevronné. Il a également été un littéraire passionné et confirmé qui, de par sa plume, a laissé plusieurs ouvrages et publications pour la conscience collective. C'est cet homme, pétri de talent et de valeur, qu'il a plu au maître de l'univers de rappeler à lui, en ce matin du dimanche 18 mars 2018, à son domicile à Ouagadougou aux environs de 4 heures. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, et de l'ensemble du gouvernement, j'adresse à sa famille éplorée nos condoléances les plus attristées. Excellent Jean-Baptiste Natama, repose en paix et que la terre de ton Faso, le Burkina, te soit légère. Né de sa famille, c'est très difficile pour les frères d'accepter son départ brusque. Un frère qu'il considère comme un père. En plus d'être grand frère, c'était un père, parce qu'il est l'aîné de la famille. Et le papa est décédé il y a longtemps, donc il jouait ce rôle. Donc vous pouvez comprendre que c'est une affliction totale. On a perdu un pilier en la personne de notre grand frère. C'est très douloureux. Voilà. Il y a des questions qu'on se pose. Le pourquoi. Quelqu'un qui avait beaucoup de projets, plein de vie, mais qui, se réveillant le matin, on dit que cette personne n'est plus de ce monde. Et ces multiples projets. Comme on le dit souvent, les morts ne sont pas morts. Jean-Baptiste Natama vivra toujours à travers la jeunesse burkinabé. Une jeunesse que la famille du défunt invite à continuer le combat entamé par le diplomate. Il n'a pas eu un passage inutile sur terre. Il a tracé des sillons que je pense que la jeunesse panafricaine, burkinabé, saura faire perpétuer afin que de génération en génération, ces idées soient prises comme modèle pour aider la jeunesse africaine à s'assumer et être une jeunesse responsable. Jean-Baptiste Natama laisse derrière lui une famille inconsolable. Il reste un exemple pour ses frères de sang et également pour ses filleuls de la jeune chambre internationale Ouaga Soleil.
Vous vous sentez perdu, rejeté, exclu, attaqué sur tous les fronts. Patience, chaque nuit voit pointer son aurore et ceux qui aujourd'hui vous ignorent ne manqueront pas de vous entourer demain. La roue tourne et elle continuera de tourner. J'espère vous retrouver demain. Merci.